On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions du second degré cette fois-ci. Donc dans la continuité de ce qu'on avait énoncé pour les équations du second degré, mais cette fois-ci, on va les utiliser dans le cadre des études de fonctions. Puisqu'en fait, une fonction, elle peut aussi être définie, exprimée à partir d'une fonction du second degré, à partir d'un polynôme du second degré. Par exemple, une fonction qui a x associe des images dont les expressions seront de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, ici, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que il n'existerait pas des propriétés remarquables inhérentes à ces fonctions-là, des fonctions polynomiales, ici polynôme du second degré. Tout d'abord, une fonction de ce type-là, on sait qu'on peut la réécrire sous une forme canonique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et si on isole A avec cette expression-là différente de 0, on voit bien que A agit comme un coefficient directeur. Pour les fonctions de ce style-là, si on considère par exemple le cas où A est positif. On prend un réel A qui est positif. Déjà, on sait que cette expression-là, elle est positive parce qu'elle est au carré. Là, en fait, je vais reconstruire par inégalité l'expression de fx et je vais montrer en fait des propriétés qui découlent du signe de A. Un exemple, par exemple, c'est la notion de maximum et de minimum qu'on avait déjà traité dans un autre cours. On va voir que le signe de A, par exemple, va avoir une influence sur ces notions de maximum et de minimum. Donc là, par exemple, vu que ceci est positif et que l'on est dans le cas où A est positif, si ça, je le multiplie par A, ça va rester positif. Et puis, donc, si j'ajoute B de chaque côté, là, je retrouve l'expression de f de x. Et là, je trouve bêta. Si j'ajoute bêta de chaque côté, je retrouve l'expression de f de x supérieure à bêta, supérieure ou égal à bêta. C'est-à-dire que finalement, si vous vous souvenez de la façon dont on avait défini les minimums, on voit que bêta agit comme un minimum, d'une certaine manière. Alors certains diront, non, en fait, ça c'est la valeur du minimum, mais le minimum c'est la valeur de l'abscisse. Bon, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Pour faire simple, on dira que bêta est un minimum. Voilà, ça, c'est des détails pour l'instant. Donc bêta est un minimum, mais un minimum, est-ce qu'il existe une valeur particulière de x telle que f de cette abscisse-là nous donne le minimum? Moi, je veux déterminer l'abscisse telle que f de cette abscisse me donne bêta. Comme ça, je vais connaître l'abscisse du point qui se trouve au niveau le plus bas de la courbe. Je vais reprendre l'expression de f de x et intelligemment, je vais poser que x est égal à alpha, de sorte à ce que ceci vale 0. 0 fois, ça fait 0, il me reste bien bêta. Et j'ai que f de alpha est égal à bêta. Et donc alpha, qui, rappelez-vous, est la valeur de l'une des solutions de l'équation du second degré, donc moins b sur 2a, d'accord? Ça, c'est la valeur de alpha. Donc alpha, c'est la valeur, du coup, de l'abscisse du point qui se trouve au niveau le plus bas de la courbe. Et donc, on a bêta et alpha, donc plutôt plus précisément alpha, l'abscisse, et bêta, l'ordonnée, du point qui apparaît comme étant celui le plus bas de la courbe. C'est exactement la même démarche dans l'autre sens si A est négatif. Là, comme A est négatif, quand je multiplie par A, ça change le signe. Et avec le même procédé qu'ici, on trouve finalement que bêta agit cette fois-ci comme un maximum. Et quand on utilise le même procédé qu'on a fait ici, on trouve finalement que l'abscisse du maximum, ce serait encore une fois alpha. Et donc, vous voyez que le signe de A va avoir une influence sur est-ce que bêta sera un minimum ou un maximum. Il sera l'un des deux suivant le signe de A. Donc là, on peut rapidement voir ce que ça donne. Si on a du coup A qui est positif, on a une fonction dont la courbe est représentée sous forme de sourire ou alors de cloche. Voilà, c'est un peu comme
c'est à vous de voir comment vous considérez la chose. Et donc là, on aurait l'abscisse du point qui se trouve au niveau le plus bas et son image, donc alpha et bêta. Même logique ici, si A est négatif, bêta apparaît comme un maximum, et alpha, l'abscisse du point du coup qui se trouve au sommet de la courbe. Et donc le signe de f de x, là on va bien le voir, d'accord, va être corrélé au signe de A. Mais alors attention, parce que en fait, là vous allez voir que il y a des choses qui vont être en lien avec d'autres choses, mais malgré tout, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. En fait, le signe de A, on va voir en effet qu'il est corrélé au signe de f de x, mais corrélé dans un sens bien précis. Quand on dit corrélé, c'est plus un moyen mnémotechnique qu'autre chose en fait. Parce qu'en vérité, le signe de A, là où il va vraiment nous intéresser aussi, et là où il va vraiment y avoir un lien de fond, ça va être entre le signe de A et les variations de F. C'est là, et tout ça on va le montrer en détail dans ce cours, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. Pour bien comprendre, le signe de f de x, d'abord, avant de pouvoir le définir, il faut définir le signe du discriminant. Pourquoi ? Rappelez-vous, on a dit que, par exemple, si le discriminant était négatif, il n'y avait pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de x tel que f de x soit égal à 0. Mais si on rapporte cette conséquence au cas des fonctions, dire que f de x n'est jamais égal à 0, ça revient à dire que la courbe représentative de f ne touche jamais l'axe des abscisses. On en avait déjà parlé de ces cas de figure-là. Hein, quand on a un point de la courbe qui touche l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'en ce point, l'image elle est nulle. D'accord ? On est sur l'axe des abscisses, donc au niveau de l'axe des ordonnées, c'est 0. Et donc dire que f de x n'est jamais égal à 0, ça veut dire qu'il ne touche jamais l'axe des abscisses. Autrement dit, on est soit dans ce cas de figure-là, soit dans ce cas de figure-là. Donc, on voit déjà, vous voyez que le signe du discriminant, il va nous permettre déjà de savoir à quel moment la fonction s'annule, c'est-à-dire à quel moment f de x égale à 0. Est-ce qu'elle le sera ou pas? Et si elle l'est, est-ce qu'elle le sera une fois ou deux fois? Ce ne sera pas plus de 2 fois. Au niveau du signe, on a du coup que si on est dans ce cas de figure-là, ici elle est décroissante puis croissante, mais du coup, là le signe de A est positif. Et on voit que les f de x, donc toutes les images ici, vont être positives. Bien sûr, je n'ai pas représenté toute la courbe, hein, ça s'étend à l'infini. Et d'ailleurs, ça va être une des raisons qui va expliquer un phénomène qu'on va introduire dans quelques instants. Mais vous voyez que le signe du coefficient directeur est positif et les f de x sont positifs. Donc il y a une corrélation, vous voyez, entre le signe de f de x et le signe de A. Si A est positif, donc on sera dans ce cas de figure, f de x sera positif. Et inversement, si A est négatif. Donc quand on parle de corrélation, c'est plus un moyen mnémotechnique, on le remarque. Mais en fait, il y a effectivement quelque chose qui explique pourquoi on a cette corrélation. D'accord ? Ça va m'amener justement à une remarque que je vais vous faire tout de suite. Vous pourriez vous demander pourquoi donc delta, bien sûr, est inférieur à 0, donc pourquoi on ne pourrait pas avoir, par exemple, une courbe de ce style-là qui soit au-dessus de l'axe des abscisses. On aurait alors a priori que ça ne touche pas l'axe des abscisses, donc ça respecte bien cette condition, mais que A soit négatif et que pourtant les f de x soient positifs, ce qui contredirait ce tableau de signes. Alors en fait, ça, c'est pas possible. On va l'expliquer plus en détail à la fin du cours et on le démontrera dans un autre cours qui s'appellera les limites de fonctions. Donc, si vous voulez avoir la réponse à ça, restez jusqu'à la fin du cours. Vous aurez la réponse sur ça. En tout cas, si on admet ça pour l'instant, on a donc que ici, on a soit ce cas de figure-là, soit ce cas de figure-là, dans le cas où delta est négatif. Donc, le signe du discriminant, il nous renseigne sur quoi? Il nous renseigne sur
combien de fois la fonction, ou plutôt combien de fois la courbe représentative de la fonction va toucher l'axe des abscisses. Ça, c'est ce à quoi nous renseigne le signe du discriminant. Le signe de A, lui, il va nous renseigner sur deux choses, mais plus spécifiquement sur une chose. Comme on va le voir dans la suite du cours, ça va être sur les variations de f, sur les variations de la fonction. Le signe de A va nous donner des indications sur les variations de la fonction. Et par moyen mnémotechnique, pour l'instant c'est comme ça qu'on va le voir, et puis quand on abordera d'autres cours comme celui sur les limites de fonction, on verra qu'il y a un peu plus de profondeur. Mais pour l'instant, par moyen mnémotechnique, on dira aussi que le signe de A va nous renseigner sur le signe de f de x. Parce qu'il n'y a que certaines situations qui peuvent se produire. Comme ici, par exemple, il n'y a que deux cas de figure possibles. Soit ce cas-là, soit ce cas-là. Dans le cas où le discriminant est négatif, alors le signe de A sera corrélé au signe de f de x. Dans le cas où le discriminant est nul, il y a une solution, c'est-à-dire qu'il existe une valeur de x telle que f de x égale 0. On avait vu ça dans le cours sur les polynômes du second degré, que cette valeur-là, elle vaut moins b sur 2a. Et donc, pour le point d'abscisse x0, x0 qui vaut moins b sur 2a, et bien en ce point, f de x, vous voyez, il est bien égal à 0, donc la fonction s'annule une fois. Cependant, au niveau du signe, c'est toujours pareil, parce que là, les f de x sont négatifs, là, il est nul, ok, mais à part ça, tout le reste est négatif. Donc, le signe de A, d'accord, ici, c'est bien le signe de A, donc A est négatif parce que ça a cette forme-là, la courbe va d'abord croître puis décroître, et on va démontrer dans la suite du cours que ça veut dire que A sera négatif. Pareil ici, en fait on est dans cette même situation, c'est juste que ça touche une fois l'axe des abscisses, mais en aucun cas, ici, dans le cas où delta égale 0, à aucun moment on va avoir que A est négatif, donc le coefficient directeur négatif, et qu'il y ait des f de x qui soient positifs. Il n'y aura jamais ce cas-là non plus ici. Pareil, dans ce cas, on n'aura jamais un cas où A est positif et un petit point dont le f de x soit négatif. Impossible ici non plus. On est dans le même cas qu'ici, sauf que ça touche une fois l'axe des abscisses. Mais à aucun moment ça traverse l'axe des abscisses. Et donc le signe de A est toujours le même, avant et après x0. x0, je pourrais le noter, c'est l'abscisse qui se trouve là, ici, c'est l'abscisse qui se trouve là pour cette courbe-ci. Très bien, alors après, il reste encore un autre cas, qui est celui où delta est évidemment positif, et donc deux solutions, deux valeurs de x telles que f de x soit égale à 0, et là, on est plutôt dans cette situation où, cette fois-ci, vous voyez, comme ça traverse deux fois l'axe des abscisses et que la courbe, elle est par définition courbée, elle va être obligée de repasser, d'accord? Si elle passe une fois et qu'on a des points qui passent de en dessous à au-dessus, et bien comme c'est courbé, ça va repasser par l'axe des abscisses, que ce soit là ou là. Et donc là, du coup, il va y avoir une influence sur le signe, parce que là, on est dans le cas où le coefficient directeur est toujours négatif. Et pourtant, on a des f de x qui sont négatifs après les racines, après x1 et après x2, mais entre x1 et x2, les valeurs de f de x, donc les images, sont positives, tandis que le signe de A est négatif. Donc, entre les racines, le signe de f de x est opposé au signe de A. Donc là, par exemple, les f de x seront positifs et A est négatif. Et là, c'est le contraire. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'entre les racines, là, on est dans le cas où A est toujours positif. Entre les racines, on voit que f de x est négatif. Signe opposé de A. Et après, pour le reste, on voit que les f de x sont positifs comme A. Donc avant et après les racines, c'est le même signe que A. Donc ça, c'est pour le signe. Donc, pour résumer un petit peu, le signe de f de x, pour les polynômes de second degré, est toujours corrélé au signe de A, sauf dans le cas où on a deux solutions, on n'aura qu'entre les deux solutions, le signe de f de x sera cette fois-ci opposé au signe de A. Quant au signe du discriminant, il nous renseigne sur le nombre de fois
que la courbe touche l'axe des abscisses, donc le nombre de fois que f de x est égal à 0. Maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse plus spécifiquement aux variations. C'est-à-dire qu'on va maintenant se demander qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer si notre fonction est en train de croître ou de décroître. C'est ça qu'on va essayer de déterminer maintenant. Ici, ce qui va être un petit peu spécial ici, par rapport à ce qu'on avait déjà vu sur le coefficient directeur dans la vidéo sur l'introduction aux fonctions, c'est qu'on avait vu qu'au départ, donc on avait étudié des fonctions qui étaient représentées par des droites, et on avait alors remarqué que si le coefficient directeur était négatif, alors la fonction était toujours décroissante. Et que si le coefficient directeur était positif, alors la fonction était toujours croissante. Ça, c'était pour les droites. Les fonctions représentées par des droites. Maintenant, on a des fonctions qui sont représentées par des courbes. Et là, c'est un peu plus subtil parce que vous voyez bien que si la fonction, elle avance comme ça, donc certes, elle est en train de décroître, mais à un moment donné, si ça continue, elle va croître. Donc en fait, vous voyez là, quel va être maintenant le lien entre le coefficient directeur et la croissance, puisqu'on voit que la croissance, elle change. Quand on avait des droites, la croissance ne changeait pas. Si c'était décroissant, bah, ça continuait à être décroissant infiniment. Parce que comme c'est une droite, à aucun moment ça se courbe, à aucun moment ça risque de changer de variation. Là, on pourrait avoir que le coefficient directeur soit positif, mais que la fonction soit des fois en train de décroître et des fois en train de croître. Donc là, il va falloir qu'on entre un petit peu plus dans le détail sur l'étude du lien entre coefficient directeur et variation, parce qu'il y en a toujours un, mais qui est un petit peu plus subtil cette fois-ci. Pour ça, vous allez voir que la démonstration que nous allons opérer, elle n'est pas si complexe que ça, mais elle implique de vraiment maîtriser tout ce qui tourne autour des inégalités et des notions de croissance. Hein, on rappelle que si une fonction elle est décroissante, ça revient à dire que si je prends par exemple un abscisse x et un abscisse x', et que par exemple x' est supérieur à x, alors si f de x est supérieur à f de x', dans ces cas-là, ce sera décroissant. Ça, on en avait parlé sur, je crois, une vidéo qui s'appelle Propriétés remarquables sur les fonctions. Propriétés fondamentales, j'ai plus le nom du titre. En tout cas, je vous renvoie là-dessus si c'est pas clair pour vous ces notions de lien entre inégalité et croissance et variation de fonctions de manière générale. Donc, nous, on va utiliser cette propriété. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va poser un cas de figure. Pour le coefficient directeur, on va supposer qu'il est négatif. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau des variations. Et on va se positionner sur un intervalle. Pourquoi c'est important de se positionner sur un intervalle? Parce que on le voit graphiquement que la fonction semble changer de variation au niveau de alpha, enfin au niveau du point d'abscisse alpha. Au niveau du point d'abscisse alpha, soit la courbe qui était en train de descendre remonte, soit la courbe qui était en train de monter redescend. Donc on voit le changement de variation au niveau de alpha. Et donc nous, on va essayer de voir ce qui se passe avant alpha et ce qui se passe après alpha. Et après, on va introduire encore d'autres choses. Bon. On a besoin, ça c'est la même chose qu'on avait fait dans d'autres cours, on va avoir besoin de deux antécédents. Hein, rappelez-vous, nous on veut poser une inégalité entre des abscisses et on veut voir qu'est-ce qui en découle au niveau de l'inégalité de leurs images. C'est comme ça qu'on va ensuite savoir si elles vont être croissantes ou décroissantes, etc. Est-ce que ces fonctions sont croissantes ou décroissantes? Là, en l'occurrence, on va avoir besoin au cours de cette démonstration d'appliquer la fonction carré. Très bien. Donc on va choisir deux antécédents dans R, qui sont des réels, c'est-à-dire que ces antécédents appartiennent à l'ensemble des réels, tel qu'on ait l'un des deux qui soit plus petit que l'autre. Donc en l'occurrence, x' ici sera plus grand que x. Et on va poser que, bien sûr, comme on est dans l'intervalle moins l'infini alpha, alpha apparaît comme la valeur la plus grande de cet intervalle. Au mieux, alpha, ça va être x',
Au pire, x' sera inférieur. En tout cas, x est bien inférieur à x'. Repartant de cette inégalité, je vais soustraire par alpha de chaque côté. Je vais me retrouver avec ceci. Donc, ça c'est négatif, puisque ça fait à 0, donc ça c'est d'autant plus négatif. Et ça va être important de le considérer. Parce que maintenant, si on se concentre uniquement sur ça, là je vais appliquer la fonction carré. Mais rappelez-vous ce qu'on avait vu, et ça on l'avait démontré en plus. La fonction carré, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est-à-dire que ici, comme on est en dessous de 0, j'applique la fonction carré à des valeurs qui sont négatives. Donc, du coup, là, ce que j'ai à l'intérieur est négatif, et ce que j'ai à l'intérieur est négatif. Donc, si vous voulez, on aurait pu poser grand X, un abscisse, qui vaut X moins alpha, pour que ce soit plus clair. Et donc, quand j'applique la fonction carré, je l'applique sur des valeurs négatives. Donc, ça veut dire que la fonction carré, elle est décroissante à ce moment-là. Je l'applique sur des valeurs négatives. C'est comme si je posais f de x moins alpha avec f qui est la fonction carré, qui associe son carré. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas forcément évident ce genre de choses, parce qu'il y a plein d'éléments à considérer. On applique des choses, on applique des fonctions, par exemple, mais ces fonctions-là, des fois, sont croissantes, des fois, sont décroissantes. Et si on en revient aux propriétés sur la croissance et la décroissance, forcément, vous voyez que suivant où on est dans les valeurs, l'application de ces fonctions va amener à changer ou non le sens du comparateur. Et là, c'est ce qui se passe. La fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction carré. Donc comme je l'applique sur cet intervalle, le sens du comparateur change. Mais, regardez, parce que là, c'est encore plus subtil. Là, je vais multiplier par a de chaque côté, mais a, il est négatif. Donc ça va encore changer le sens du comparateur. Et puis je vais ajouter bêta. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de reconstruire mes fonctions. Donc je pars d'ici et je veux avoir du f de x et f de x', et je veux savoir lequel est le plus grand pour avoir des indications sur est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Bon, là, en l'occurrence, j'ai rajouté bêta de chaque côté. Là, je retrouve ma fonction fx et là, je retrouve ma fonction fx'. Et on voit que on avait x plus petit que x' et on a f de x plus petit que f de x'. Et ça caractérise les fonctions croissantes. Donc en tout cas, sur cet intervalle-là, la fonction elle est croissante. Dans le cas où le coefficient directeur est négatif, la fonction elle sera décroissante avant d'atteindre le point d'abscisse alpha, puisqu'on est entre moins l'infini et alpha. Mais maintenant, toujours dans le cas où a est négatif, qu'est-ce qui se passe sur l'intervalle alpha plus l'infini? Sur l'intervalle alpha plus l'infini. On va prendre toujours x et x', mais cette fois-ci, on va changer un petit peu les ordres de grandeur. J'ai appelé x et x', mais on aurait pu appeler ça autrement aussi, peu importe. Il n'y a pas de lien entre cela et cela. Donc je pars de cette inégalité-là. Je vais reconstruire ma fonction f pour avoir des indications sur les variations. Je vais soustraire par alpha de chaque côté. Je vois que ça c'est positif, donc tout ça est positif. Donc si j'applique la fonction carré, le sens du comparateur ne change pas. Puisque la fonction carré, cette fois-ci, elle est croissante entre 0 et plus l'infini. Donc ça vaut quelque chose positif. Ça aussi, quand j'applique le carré, la fonction carré, elle me renvoie quelque chose, bien sûr de positif, mais surtout, elle est croissante sur cet intervalle-là. D'accord? Par contre, quand je vais multiplier par a de chaque côté, là, ça va changer, puisque a est toujours considéré négatif. Et là, j'ajoute bêta de chaque côté, après avoir bien changé le sens du comparateur dans le passage de là à là. Et là, je retrouve ma fonction f de x, et là, je retrouve ma fonction f de x'. Et qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais x qui était plus petit que x',
Et là, j'ai f de x qui est plus grand que f de x'. Et ça caractérise les fonctions qui sont décroissantes. En tout cas, sur cet intervalle-là qu'on a considéré, notre fonction, elle est décroissante. Notre fonction de la forme a x moins alpha au carré plus bêta. D'accord? En fait, là, on a montré que quand on prend des x qui sont dans cet intervalle-là, dans le cas où a est négatif, alors sur cet intervalle-là, notre fonction, elle sera toujours décroissante. Et sur cet intervalle-là, elle sera toujours croissante dans le cas où a est négatif. Donc en résumé, quand le signe de a est négatif, notre fonction elle sera croissante avant le point d'abscisse x égale alpha, puis elle sera décroissante. Et je ne vais pas refaire la démonstration parce que c'est exactement le même principe. Donc ça peut être un exercice pour vous de le refaire. En fait, c'est exactement le contraire qui va se passer pour le cas où le coefficient directeur a est positif. On va avoir entre moins l'infini et alpha la fonction qui va être décroissante, puis entre alpha et plus l'infini, notre fonction qui va être croissante. C'est ce que j'écris ici, d'accord? Et c'est ce que je modélise plus spécifiquement là. Là, on est dans le cas où a est positif. Et donc là, on voit que entre moins l'infini et alpha, notre fonction, elle va être décroissante, dans le cas où a est positif. Puis, une fois avoir atteint son minimum, elle va remonter, elle va croître. Et là, ça c'est ce qu'on a démontré plus spécifiquement avant, c'est que si a est négatif, entre moins l'infini et alpha, elle est d'abord croissante, puis entre alpha et plus l'infini, elle est décroissante. Son maximum est en bêta. Donc voilà. Alors, dernière petite remarque, et après on essaiera de faire un gros résumé. Alors pourquoi, dans le cas où delta est négatif, on ne peut pas avoir de cas où a est positif avec f de x négatif ou de cas où a est négatif avec f de x positif, pour des raisons de limite qu'on abordera plus précisément dans le cours sur les limites de fonctions, mais là je vais vous en donner une idée. Là je vais vous en donner une idée qui est très simple. Vous allez voir que c'est très intuitif, en fait c'est très logique. La seule chose qu'il faut comprendre, et ça bien sûr je ne pouvais pas le représenter parce que c'est pas possible, c'est que en fait notre courbe elle s'étend à l'infini, elle ne s'arrête pas. Quand je dis elle ne s'arrête pas, c'est-à-dire que si on prend par exemple le cas où a est positif, donc elle va décroître, comme on l'a démontré, puis elle va recroître. Mais là, elle part de quoi? Elle part de valeurs très grandes, en l'infini. Puis elle descend jusqu'à atteindre son minimum, puis elle remonte, mais elle remonte infiniment, c'est-à-dire jusqu'à des valeurs de f de x très grandes. C'est-à-dire que quand x va tendre vers l'infini, notre fonction va se rapprocher de valeurs en images qui seront infinies. D'accord? Donc du coup, le problème c'est que si on est dans le cas où delta est négatif, notre fonction ne peut pas toucher l'axe des abscisses. Donc théoriquement, il y a deux possibilités. Soit elle se trouve au-dessus de l'axe, donc là elle ne le touche pas, soit elle se trouve en dessous. Vous allez voir qu'il y a un problème si elle se trouve en dessous, puisque comme elle croît infiniment, elle va forcément toucher l'axe des abscisses. Et ça va contredire le fait que delta soit négatif. Donc si notre a est positif, notre fonction, elle va décroître puis croître. Et par cela, elle sera obligée de toucher l'axe des abscisses si elle est en dessous, puisqu'elle s'étend à l'infini. Donc la seule façon pour qu'elle puisse avoir un a positif sans jamais toucher l'axe des abscisses, c'est le fait qu'elle soit au-dessus. Et pareil, dans le cas où a est négatif, notre fonction elle croît puis elle décroît. Mais si on ne veut pas qu'elle touche l'axe des abscisses, il faut forcément qu'elle soit en dessous. Parce que si elle est au-dessus, elle va décroître, mais infiniment, donc elle va forcément retoucher l'axe des abscisses. Et ça va contredire ce cas de figure-là. Et donc forcément, on ne pourra être que dans le cas où a est négatif, et
que la courbe soit en dessous de l'axe des abscisses, dans le cas où delta est négatif. Et c'est le même principe quand delta est égal à 0, à ceci près que ça touche l'axe des abscisses une fois. Mais il n'en reste pas moins que il n'y a pas de moment où il y a une décorrélation entre le signe du coefficient directeur et le signe de la fonction, sauf dans le cas qu'on avait vu où on a deux solutions et qu'entre ces deux solutions, le signe de A soit décorrélé du signe de f de x. Et bien sûr, dans le cas où delta est égal à 0, pour le point d'abscisse x0, c'est-à-dire là où on a la solution unique telle que f de x est égal à 0, eh bien, vous voyez, ça va toucher l'axe des abscisses, donc une fois, mais à ce moment-là, le coefficient directeur, il sera nul. Hein, vous pourrez tracer une tangente, ce sera nul, d'accord? Ça, parce que du coup, quand vous tracez la tangente, le coefficient directeur va y avoir un problème. Il n'y a pas de variation, en x. Donc on aura, pour le coefficient directeur, un numérateur qui sera nul, et donc qui vaudra 0. Donc le quotient vaudra 0, donc le coefficient directeur vaudra 0 au point qui correspond au sommet ou au point le plus bas de la courbe suivant, si on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Donc, ça montre aussi qu'il y a une corrélation, encore une fois, entre le signe du coefficient directeur et le signe de f de x, parce que si le coefficient directeur vaut 0, alors f de x vaudra 0, justement, dans ce cas-là. Hein, vous représentez le cas où delta est nul, ça touche une fois l'axe des abscisses, en ce point, f de x égale 0, mais le coefficient directeur, il vaut aussi 0. Donc il y a bien une corrélation, encore une fois. Donc voilà, donc pour résumer l'idée, lorsque vous voulez étudier une fonction polynomiale du second degré, si vous vous intéressez au nombre de fois que la fonction s'annule, et vous aurez besoin de ça, il faudra s'intéresser au signe discriminant. Si vous vous intéressez au signe de la fonction, ça ne pourra être fait qu'après avoir déduit le signe du discriminant, parce que quand vous aurez déduit le signe du discriminant, vous pourrez ensuite vous demander, ok, du coup, quel est le signe du coefficient directeur? Et ça va vous donner des indications ensuite sur le signe de la fonction, comme on l'avait vu au début. Et comme vous aurez le signe du coefficient directeur, vous pourrez carrément déduire les variations de la fonction sur l'intervalle que vous étudiez. D'accord? Donc voilà en gros ce qu'il faut avoir. Ça, c'est les éléments les plus fondamentaux sur les fonctions polynomiales du second degré.